Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Vénérable Apprenti. Si vous souhaitez soutenir, vous savez déjà comment ça fonctionne, like, commentaire, partage, on va pas s'éterniser dessus. Je vous propose aujourd'hui non pas la deuxième partie de la logique facile, réfléchir, argumenter et convaincre, mais ce livre, je voulais le lier à Nuance, la puissance du dialogue de Julien Lecomte. L'auteur est bien à gauche, a ses propres définitions, essaye de nous orienter tout de même sur sa voie, mais néanmoins, il est intéressant d'ouvrir son prisme et de ne pas être en catégorie en disant « ouais, non, ces auteurs ne me conviennent pas ». Élargissez, et c'est à partir de ça que vous aurez la nuance, justement. Puisque dans une couleur, par exemple, vous avez le jeune poussin, le jaune or, le rouge de la cerise, le rouge également de la fraise. Vous voyez, c'est dans un concept, il y a toute une variété. Et après, c'est à vous de faire le bon grain de livret, ce qui vous attire plus, ce qui vous a mieux le convaincu, et à partir de là, d'argumenter. C'est une palette. C'est à vous de voir dans la palette de la vie, sur les opinions politiques, sur l'économie, la santé, vos désirs pour l'avenir, tout ça, de faire la sélection, le bon grain et livret à partir du tri, de prendre des voix spécifiques et de porter sa propre voix. Le problème, c'est que sur Internet, il y en a beaucoup qui arrivent avec les biais cognitifs et s'enferment après dans le communautarisme. Ils n'arrivent plus à entendre autrui, ils sont hermétiques. C'est-à-dire, des jeunes, ils n'ont rien à apprendre. Des plus anciens non plus d'ailleurs. Peu importe votre carrière, vos expériences, vos connaissances, ils sont, selon leurs déclarations, l'absolu. Ils ont 120 de quotient intellectuel, même plus pour certains. Ils affichent des grandes bibliothèques derrière eux, mais sont incapables de vous faire une seule présentation d'ouvrage. Et oui, je parle par exemple d'Alix Sator, ayant dépassé la cinquantaine, et étant radicalisé par ce phénomène de l'enfermement communautariste. De ce « j'ai toujours raison, les autres sont des moutons, les médias nous manipulent », et en fait, si vous voulez entendre la vraie info, il faut aller uniquement chez eux, quoi. Ça, c'est vraiment du sectarisme. Il manque tout simplement de nuances. Ils n'ont pas cette capacité de prendre un ouvrage, de le lire, et après, dedans, de se dire, ok, là, j'ai repéré tout de même des tournures de phrases pour me tirer plutôt une envie, voyez-vous, de rejoindre un groupe, un combat, faire un activisme. Quand vous lisez un livre, il est intéressant de déjà le lire premièrement, de faire des annotations à côté, mais également de le mettre en relation avec d'autres, puisque l'auteur ne peut pas être un spécialiste dans son domaine. Il sera bon, il essaye de devenir expert, mais il n'aura jamais étudié l'étendue intégrale d'un sujet. Alors imaginez quand il se porte sur les médias, sur les politiques et compagnie. Finalement, c'est comme nous tous les jours. Il n'y a aucun homme qui n'a la vérité. On a tous à enseigner aux autres, mais aussi à apprendre d'autrui. Et c'est là le problème, c'est que, par exemple, pour prendre le cas d'Alix Sator, je vous avais fait une vidéo Chemtrail, Contrail ou le con à la traîne. Et dedans, je montrais que, ayant dépassé 30 ans, 40 ans, il était arrivé à lire un livre de Nenki. Et le truc, c'est qu'il n'avait pas la vivacité, la jugeote de voir la vraie info, de la manipulation, de la distorsion des faits, etc. Et ça lui a porté préjudice. Sur Internet, il s'est affiché. Après, bon, on a réussi à la réorienter un peu, voyez-vous, pour qu'il retrouve la raison et ne tombe pas dans la folie, ou entraîne les autres avec lui. Et malheureusement, ce type de profil, vous avez beau vouloir être meilleur avec eux pour leur apporter, on va dire, des tirs correctifs, ils ne veulent rien savoir. Des fois, ils entendront vos jugements, ils comprendront et ils agiront différemment, sauf que le truc, ils reconnaîtront pas leur faute. Ils resteront toujours à mettre des étiquettes sur les uns et les autres. Et c'est ce qui est présenté dans ce livre. En fait, ils sont enfermés par les bulles algorithmiques. C'est-à-dire qu'ils rentrent des mots-clés et ils sont convaincus qu'ils ont tout raison. C'est-à-dire, ils ont saisi toutes les infos. Ils savent ce que les autres n'ont pas encore découvert. Ils sont à l'avant-garde de la nouvelle société et ils détiennent les secrets recherchés par bon nombre. En gros, c'est à peu près ça. Vous voyez, Alix, par exemple, c'était Alix Sator, Alix Emmanuel Chaumont. Je connais des francs-maçons, je sais comment ils fonctionnent, on m'a même approché.
c'est les chemtrails, il savait. Il était dans les petits papiers également des politiques. Il invitait à, par exemple, voter, je sais pas, au RN pour changer la société parce qu'il savait. Il comprenait les choses. Et aujourd'hui, ces profils, des fois qui peuvent paraître inquiétants au vu de la médiocrité qu'ils portent en eux et expriment à l'extérieur, c'est que ces gens-là sont en apnée. C'est-à-dire qu'il y a un écran de fumée, ils n'arrivent plus à respirer. Et l'écran de fumée, c'est quoi? C'est les algorithmes qui les enferment après dans des bulles communautaires où, selon les mots-clés, ils vont être sur des sujets précis, mais dans ces sujets, ils vont se retrouver enfermés par des visions spécifiques. Et ils n'arriveront plus à s'ouvrir aux autres. Et dedans, ça va être très bien expliqué, ces gens, que ce soit en politique, en religion, où dès que tu viens à critiquer après leur position, immédiatement deviennent extrêmes. C'est-à-dire, ils sont prêts à vous faire la guerre, prêts à vous insulter de tous les noms, seraient capables également de demander la bagarre, mais en revanche, sur les mots et sur la raison, pour faire avancer les causes, et sortir d'un consensus où ils sont toujours d'accord, mais arriver dans un dissensus, on est dans la faculté, normalement, d'exprimer des opinions contraires, eux en sont incapables. Pour certains vont tomber rapidement dans la moquerie, la raillerie et caricaturer les propos, disant « Ah, sale gauchiste, sale LGBT et compagnie ». Pour les autres, « Ouais, sale facho, sale personne d'extrême droite ». Et donc on en arrive à des insultes d'insultes. Mais le fond, c'est-à-dire le sujet même à la base, il n'est plus là, il s'est éclipsé. Il a disparu entre la lune et le soleil. Et c'est comme quand on parle de religion. Il y en a certains, ils tombent dans les extrêmes. Et ce livre, pour aujourd'hui, nous allons faire la première partie, c'est de poser la base de la nuance. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes accablés, et j'allais dire même affublés de tous ces flux d'informations, où l'on doit être expert dans tout. C'est-à-dire expert en économie, pour pouvoir dire si on est d'accord avec les politiques et la gestion de nos ressources communes, expert en santé, afin de savoir s'il n'y a pas manipulation de Big Pharma, ou encore si, par exemple, lorsque l'on nous parle d'épidémie, on n'est pas en train de nous conduire vers une nouvelle société. Donc n'y a-t-il pas un écran de fumée pour nous asphyxier, qu'on n'arrive plus à avoir notre inspiration pour après exprimer nos aspirations. Voyez, expirer après vers autre chose. Malheureusement pour eux, il y en a encore qui sont dans cette faculté-là. Et vous, on arrive tout de même, par les lectures, par nos liens avec les uns et les autres, à avoir un esprit critique. Et ça peut déranger. Mais le problème, c'est quoi? C'est donc Internet. C'est l'idée où on doit être spécialiste sur tous les domaines. Je vous ai fait la santé, l'économie, on peut parler de politique ou encore d'identité. Vous voyez, aujourd'hui, qu'est-ce que l'identité dans un monde n'étant plus seulement dans des mouvements nomades, mais arrivant à ce qu'il y ait des déplacements pour qu'il y ait cette fois-ci des personnes sédentaires, c'est-à-dire ils viennent chez vous, ils s'installent et ne repartent pas. Que faisons-nous de ce nouveau concept, d'un peuple résultat totalement différent, où celui qui à la base était sur son territoire avec des lignées, je ne sais pas, de 10, 15 générations ou plus, se retrouve sur le même rang de quelqu'un qui vient juste d'arriver ou de personnes de une ou deux générations. Et on lui exprime qu'il n'y a pas de différence. Donc on arrive dans le modèle humanitaire à essayer de juger, et de reformer quelque chose de nouveau. C'est la civilisation, c'est-à-dire ça naît, ça arrive à son paroxysme, ça s'effondre. Et aujourd'hui, on est dans le paroxysme. On a réussi un mélange. Il y a en effet des petites guérillas. On retrouve des mafias, des réseaux dans les cités, ce genre de choses. C'est-à-dire on vit côte à côte et on est proche du face-à-face de l'effondrement. Et c'est comment on fait maintenant pour vivre ensemble. Et par exemple, c'est la nuance pour les partis politiques, pour la religion, pour encore les idéaux de vie et les utopies que l'on porte. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup, ils se radicalisent. Et c'est facile de se radicaliser. Il suffit de prendre un sujet, d'y mettre un peu d'émotionnel, et ça y est, on peut être capable du pire des crimes. C'est-à-dire, on peut faire l'expérience de 1000 grammes, mais sans même avoir l'autorité. C'est-à-dire, il n'y a même plus besoin d'une blouse blanche pour s'en remettre à une autorité. Et vous voyez sur Internet certaines personnes capables de monter des groupes et de les radicaliser, ou de les faire tomber dans la médiocrité, ou encore dans des croyances ésotériques, assez bizarres, occultes, où les gens sont endoctrinés, capables, pour les grands-mères, de verser tous leurs chèques,
pour les personnes assez nécessiteuses tout de même, d'émettre, voyez-vous, des dons. Et vous avez, à titre d'exemple, je reprends Alixator, qui ose déclarer comme ça, hein, vous voyez, aujourd'hui il n'y a plus de honte, la honte s'est mise de côté. Publiquement, en déclarant à son éditoire, oui, si vous avez même le RSA, vous êtes capable de me donner 10 € par mois parce que vous payez vos factures, vous avez votre accès Internet. Donc si vous payez un fournisseur d'accès Internet, vous êtes aussi capable de me faire un don. Sans honte. Capable comme ça de faire les poches des uns et des autres et même des plus nécessiteux. Des personnes ayant des faibles revenus. Parce qu'il manque de nuances, ils n'ont plus de jugeote. Et on retrouvera ces mêmes faits, par exemple pour Alixator toujours, oui, je vous ai expliqué... Derrière lui, il a une grande bibliothèque. Il est dans l'incapacité en soi de vous présenter des ouvrages parce que je pense qu'il a peur de retomber dans les travers d'une lecture qui le conduirait à une radicalité. C'est-à-dire, à l'époque, lui, il nous avait fait la présentation des chemtrails et des contrails. Il nous disait, dans les nuages, il y a des médicaments. On est en train de nous empoisonner. Il y a aussi des morceaux biologiques d'humains, d'animaux, etc. Vous savez de quoi venait sa folie ? D'un livre de Nenki. C'est un complotiste canadien. Et là, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup. Des fois, ils vont même aller jusqu'à la lecture et tomber dans le livre. Ils n'arrivent pas à juger. C'est-à-dire, ils s'effacent. La personne qui leur présente les choses devient le spécialiste et l'ultime savoir. Et c'est là le problème. Simone Weil, elle, dans son livre L'Enracinement, nous disait il est important... on est même quelque part redevable envers les gens qui après le travail rentrent chez eux et vont lire. Mais attention tout de même, parce que ils n'ont pas le temps d'aller vérifier les sources. C'est-à-dire déjà, juste le temps de lecture, ça les a happés. Après le travail, 7 heures, plus les transports, 8 heures, pourquoi pas des heures sup, tu rentres chez toi, le temps de faire la bouffe, souffler un peu, prendre un livre, le lire, etc. T'as pas le temps en plus d'aller vérifier les sources. Et c'est là le problème. Et donc elle disait on devrait avoir une sorte de tribunal où écrivains, journalistes et compagnie, un ministère de la vérité. Mais pas à la Orwell, on réécrit aujourd'hui c'est l'Océanie qui a gagné, demain ça sera l'Eurasia, etc. Et là c'est vraiment du factuel, on prend le prisme, tout ce qui existe dedans, donc les opinions, etc. Mais dedans il y a de la vérité. Si tu sors de ça... et que tu veux, entre guillemets, agrandir la vision des choses, mais qu'en fait, tu y mets n'importe quoi, et c'est une folie, une idéologie, là, à ce moment-là, tu devras soit avertir ton lecteur, ton auditeur, ou peu importe la personne qui te consulte, ou bien prendre une amende. Ou même être interdit de publication, d'édition, d'expression. En gros, c'est à peu près ça qu'elle exprimait. Bon, après, elle n'est pas rentrée dans le détail. Et je trouvais ça assez important, et... c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de ceci. Parce qu'après ça peut en conduire certains à être dans des dogmes, à ne plus avoir les polarisations et donc être dans des enfermements, des biais cognitifs et des bulles de folie. Voilà, alors sur Alix, hein, on pourrait dire tellement de choses. Je l'inviterai à commencer par lire ce qu'il y a derrière lui, et après à mettre en relation les ouvrages, puisque comme je vous l'ai déclaré, un auteur n'est jamais un spécialiste expert dans son domaine. Il essaye d'être au mieux. Mais pour nous, quand on lit un livre, il faut toujours le mettre en relation avec plein d'autres. Et c'est comme ça que vous en faites un meilleur... un meilleur savoir. C'est parti. Commençons, alors, hop, que je regarde l'introduction de l'indignation à la nuance, puisque je vous ai dit, avec les flux d'infos, ça nous parvient de partout, on nous invite à être dans l'émotionnel aussi. Et il y a un élément qui rentre en compte, c'est le social. C'est-à-dire les influences depuis tout petit de nos parents, de leurs discours sur nous, de nos amis, des films, dessins animés, séries, etc. En fait, tout ce qui est de l'ordre du divertissement, du cinéma et de la télé, selon ce que l'on a consulté, on a déjà été orienté. Et donc en nous, quelle part de vérité reste-t-il encore ? Les mots que l'on emploie, pour la plupart, proviennent soit de ce qu'on lit, ou bien de ce que l'on entend. Et donc il y a des choses qui sont au-delà, en dehors de nos frontières, et qui nous dépassent, dont on n'a pas encore les concepts. Et c'est pour ça que quand quelqu'un peut nous raconter quelque chose de nouveau, des fois, ça prête à sourire. On se dit, mais c'est qui ce fou ?
Quand il y a quelqu'un également qui s'exprime, souvent il va être dans un activisme. Et il peut même être porté pour une communauté à l'autre bout du monde, en disant mais là c'est injustifié, il y a des colons et compagnie. Et pour autant, être dans une radicalité contre un Français qui dirait bah, chez moi j'observe aussi des colons, des personnes qui viennent, ils imposent leur commerce, leur culture, leur cultuel, ils font des crimes, des délinquances, et en plus on met un bâillonnage, vous voyez, on m'interdit, on met un... comment je pourrais dire ça là, un sparadrap, pour que je ne déclare pas tout ce sang qui coule sur mon territoire et qui sont les auteurs principalement. C'est du deux poids deux mesures. Et c'est là où l'un va se radicaliser dans sa branche à vouloir défendre uniquement son identité et à se dire je m'en fous de ce qui se passe à l'autre bout du monde ou ça me regarde pas ou peu importe. Et l'autre qui va par exemple avoir aucun cœur et ne pas se reconnaître dans celui sur lequel il vit au niveau de son territoire, mais en revanche défendre une cause à l'autre bout du monde. C'est ce qu'on voit avec la Palestine, c'est des fois ce que l'on peut entendre avec l'Algérie, avec des Maliens ou encore le Centrafrique et ce genre de choses. C'est-à-dire, vous avez des gens invités à émigrer, pour certains, ou pour d'autres, par opportunisme, se sont dit, moi je vais vendre tous mes biens parce qu'en Europe, je sais que quand je serai là-bas, c'est la vie d'Aloca. En gros, c'est à peu près ça. Et derrière, eh bien, ça a entraîné des nouveaux résultats. Et comme j'ai pu le déclarer, la personne ayant 12 générations ou plus doit être au même niveau que la personne qui vient juste d'arriver une ou deux générations. Et c'est là où après on a tout un conflit sur l'identité, sur la mondialisation, puisque quand dans un pays il n'y a plus l'amour de l'histoire, de la culture, de la reconnaissance en autrui, et que ton voisin tu peux le détester, l'autre que tu croises au travail tu ne te reconnais pas du tout en lui, mais il se passe quoi ? En fait, t'en as rien à foutre, c'est de l'ultra-concurrence. Chacun pour soi, et que le meilleur gagne. Ou que le plus corrompu l'emporte. Et c'est là le problème. C'est que du coup, dans ce système, bah, on n'a que faire de mondialiser. C'est-à-dire d'avoir une entreprise non plus locale et de consommer en local, mais en fait, de s'en mettre plein les fouilles. Donc les stress, de les importer d'Espagne ou encore du Maghreb, sans souci. Parce que ça coûte moins cher et donc à la fin du mois, ça permettra de partir en vacances et compagnie. Acheter le meuble, pareil. La menuiserie française, non. On préférera plutôt un meuble Ikea qui nous provient de Suède ou encore faire appel à des applications étrangères. Et comme ça, pour tout un tas de sociétés où ça délocalise le travail, ça fait s'effondrer les pays, voyez-vous, et il y a un déficit dans l'import-export, puisqu'on produit moins, donc on exporte moins. Et on se retrouve après envahi, et c'est là où il y a l'effondrement des pays. On va en reparler, je pense, mais c'est pour vous expliciter un peu les choses. Et à partir de ceci, au lieu de cogiter sur comment défendre ses frontières, aller mieux, gérer l'économie, faire en sorte que les familles, on ne soit pas en train de chuter vers le bas, à se retrouver avec des parents sur TikTok, à faire des danses bidons, ou à faire du playback, qui n'a aucun intérêt, mais plutôt relever le niveau. Ce niveau pour que la France ait de nouveau ses racines chrétiennes, que les familles soient portées vers l'instruction. Pas seulement l'éducation à bien se comporter, à savoir-être, le savoir-faire, etc., mais également à la connaissance, voyez-vous. La connaissance de l'histoire, la connaissance des territoires et compagnie. Et c'est là le problème. C'est qu'on est porté, puisque le capitalisme nous fait que les uns et les autres, on est tous différents en fait. C'est-à-dire on se communautarise dans nos petites bulles, mais en fait on défend rien du tout. On se fragilise de jour en jour. Parce que les petites bulles, par exemple, qui pensent, je sais pas, défendre une religion, les autres défendent une couleur de peau, parce que qu'on me fasse pas croire que les Black Lives Matter, c'est pas une couleur de peau. Et on dit souvent, il y a les racialistes blancs, je sais pas quoi, mais il y a les racialistes noirs. Ceux où ils n'ont vécu aucune discrimination dans la modernité actuelle, comment dirais-je, n'ont pas vécu l'esclavage, mais puisque un de leurs ancêtres, et encore on n'est même pas sûr dans l'arbre généalogique que ça corresponde à ça, mais pourquoi pas, puisque l'histoire apparemment raconte ceci, se sentent dans une opportunité légitime à revendiquer, voyez-vous, de coup, Black Power, par exemple, ou Maghreb United. Vous voyez, c'est-à-dire se regrouper comme ça par communauté, mais même pas dans leur localité, sur les territoires externes. C'est une pure folie.
Et c'est comme ça que, en fait, ils ne défendent rien du tout. Ils sont à l'étranger et ils ont seulement des slogans pour eux, des associations qui détournent des millions d'euros par les subventions ou encore par les dons défiscalisés, mais en fait, ils ne font rien avancer. Et c'est pour ça que vous repérez que tous ceux qui se disent panafricains, les autres qui se veulent de la défense du Maghreb ou ce que vous voulez, on pourrait même prendre d'autres pays et d'autres activismes, n'ont jamais rien fait avancer. Il y a quelques puits, tout au plus, quelques infrastructures, des écoles qui ont été construites, d'ailleurs avec beaucoup de générosité de la part des Occidentaux, jamais reconnues jusqu'alors. Et c'est comme ça que vous repérez en fait qu'il ne faut rien avancer. Je veux dire, au lieu de retourner dans leur pays pour défendre les choses, non. Ils préfèrent le faire depuis l'extérieur. C'est incroyable. Parce que ça leur permet de vivre tout simplement une vie d'aloca, vous voyez, une vie plutôt agréable. Ça, c'est la réalité. Donc les activismes, il en existe peu vraiment qui soient efficaces. Et à la place, ils alimentent ces discours émotionnels. C'est-à-dire, au lieu de se pencher sur les vrais sujets et étape par étape que chacun arrive avec ses livres, ses sources, et qu'il élargisse la palette, justement, comme je le disais, par rapport aux couleurs, par rapport aux opinions, finalement, sur les sujets qui feraient avancer les pays, la défense, l'élévation également de la population de façon globale, non. Ils n'en sont que sur les périmètres et jamais dans le cœur. C'est-à-dire, ça ne bat pas, voyez-vous. Il n'y a que l'extérieur. Tout est mort. Et c'est là le problème. Ça les mène juste à l'émotionnel. Indignez-vous. C'est de ce dont on va parler. L'indignation, c'est ce qui porte le plus. Ça ramène après à faire du commerce. J'allume mon écran et parcours superficiellement les actualités. En quelques minutes à peine, je tombe sur une nouvelle polémique. Deux groupes s'opposent, leurs points de vue sont caricaturés à l'extrême et les qualificatifs abondent pour discréditer les adversaires. Ça monte et ça ne débat pas des idées. Ou ça fait de la dissimulation et ça oriente sur des sujets qui n'ont rien à voir. Vous avez eu l'exemple parfait quand je suis monté chez Los Locos. On débat et « Ah, je suis pas préparé. Non, mais là, ça se fait pas. Non, mais du coup, on débat pas. Ah, puis si, en fait, ah, mais... » Et à la fin, ça arrive en disant « Mais j'avais tout ça à dire. » En fait, non, t'avais rien à dire, parce que si, véritablement, t'avais une liste, 5 feuilles, comme tu l'as laissé entendre, pourquoi aucun propos n'a été dit ? Alors que t'avais tant, mon micro était coupé, et j'essayais de ne pas interrompre, j'avais plusieurs interlocuteurs. Pareil pour les autres qui montent, après parlent de la Palestine, alors que ça n'avait rien à voir avec le débat. Viennent à orienter sur les conflits Ukraine-Russie, alors que c'était un autre sujet, mais ils voulaient les connecter. Enfin, du moins, les connecter pour mieux détourner. Comme le sujet était eschatologie chrétienne versus eschatologie musulmane, mais non, il faut parler des juifs. Hey, non mais les juifs ci, les juifs ça, pourquoi ? Ah, pour détourner. C'est exactement ça. En fait, c'est de la caricature, ça va jusqu'à l'extrême. Et vous les repérez aussi dans leur tournure de phrases, c'est-à-dire « Non, mais je souhaite le mieux pour toi ». Enfin, l'hypocrisie, elle se reconnaît directement. Rien que dans le ton de la voix, dans les formules employées. Je veux dire, par exemple, le personnage James, je ne sais plus comment il s'appelle, il n'a trompé que lui. Même l'auditoire a très bien compris qu'il était dans une totale hypocrisie. « Ouais, je te souhaite le meilleur, je sais pas quoi, mais bon, tu n'as pas répondu à mes questions. » Ça, c'est nul. Ça, c'est de la caricature, c'est jouer sur l'émotionnel. Et c'est ce que l'on observe, en fait, aujourd'hui. Ce phénomène Internet, c'est même pas du Schopenhauer, tenter des stratagèmes, par exemple, de partir, on va dire, d'un sujet, et puis dès que t'es bloqué, revenir sur le vaste. Comme ça, ça peut, après, te sauver, on va dire, d'une maîtrise qui n'était pas encore assez montée en expertise. Et il y a plein de stratagèmes comme ça. Ou de jouer sur son interlocuteur. Là, c'est pire. Donc là, les individus sont réduits à des étiquettes, entre autres en fonction de leur couleur de peau, de leur genre, de leur classe sociale, leurs croyances religieuses et leur opinion politique. Bon, hein, on peut avoir les caricatures des uns et des autres, des extrêmes gauche comme des extrêmes droites, mais à nouveau, ça serait mettre des étiquettes. Et l'auteur, quand il nous dit ça, notamment discrimination sur une couleur de peau, hein, c'est plutôt à gauche pour laisser entendre les pauvres opprimés racisés face aux méchants. Leur classe sociale, pareil, hein, toujours les mêmes discours, les croyances religieuses, jusqu'à preuve du contraire. Je n'entends pas les chrétiens faire ouin ouin quand on débat sur leurs écrits, ou que vous avez des athées,
qui leur disent non mais là c'est faux, ou bien d'autres religieux, des musulmans qui disent avec leurs livres là il y a une contradiction entre le prénom de celui-ci et de celui-ci. Bah, les chrétiens ils disent attendez, je vais réétudier, est-ce qu'il n'y aurait pas un deuxième prénom pour lui, ou bien est-ce que là il n'y a pas une erreur, ou avez-vous lu la suite, enfin il essaie de raisonner, il n'est pas là directement à dire christianophobe. Par contre, les musulmans, quand vous parlez de leur écrit, c'est immédiatement islamophobe, ça joue les victimes. Les juifs c'est pareil, ça crie immédiatement à l'antisémitisme. C'est là où vous voyez les extrêmes et on va dire ceux capables de nuances. Les chrétiens sont capables d'entendre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont acquiescer et accepter, ils vont avoir du répondant, comme je peux en avoir, par exemple face à certaines situations, mais pour autant, j'accepte de me remettre en question. Et là, cette partie d'introspection, de remise en cause, de se dire ah, est-ce que j'avais totalement raison, ou bien étais-je encore fragile sur cette partie de mon argumentation, ça fonctionne chez nous. Et on le reconnaît publiquement, genre par exemple, ah non là je sais pas. Ou, eh bien écoute, je reviendrai pour te contredire par exemple. C'est accepté, mais c'est pas tomber dans la malhonnêteté comme bon nom, malheureusement. Les mots, donc les arguments constructifs sont éclipsés par les dénonciations virulentes. Et après ça part en insultes, voire même pour certains, ça veut faire la bagarre. Ça se croit intelligent, ou ça va... Alors ça va soit partir dans tous les sens pour ne plus être sur le sujet principal, première possibilité, soit après caricaturer vos propos ou les dénaturer et en faire n'importe quoi, ou bien arriver et, finalement à faire de l'ad hominem, c'est-à-dire vous critiquer physiquement. Et pour moi, on m'a dit que j'étais roux, je veux dire, à la caméra, vous voyez une rousseur, problème visuel. Les autres encore, je ne sais plus, il y a eu tellement de choses qui ont été dites, et à la fin, ça arrive à vouloir faire la bagarre. Donc en fait, ils prouvent de facto qu'ils sont nuls. C'est-à-dire, pour Alix Sator, qui se pensait hyper intelligent, dès qu'il en arrive à la fin, il a fait quoi? Caricature, moquerie ad hominem, invention homosexuelle ou je ne sais pas quoi. Alors, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne. Et à la fin, une fois qu'ils ont épuisé toutes ces cartes et que ça ne prend toujours pas et que de nouveau vous revenez pour mettre les sujets sur la table et des chaos techniques par argumentation, donc vous convainquez les gens, vous arrivez pour convaincre, que font-ils? Ils veulent la bagarre. Voilà. C'est ce qu'on appelle des misérables. Les mots utilisés sont durs, violents parfois et les avis se veulent tranchants et tranchés. Je m'interroge, sommes-nous condamnés à nous diviser sans cesse en camps que tout oppose? Est-il inconcevable d'œuvrer ensemble pour comprendre et agir? La révolte et la nuance sont-elles inconciliables? Indignez-vous. En 2010, Stéphane Hessel publie son célèbre ouvrage intitulé « Indignez-vous ». Dans ce court essai, l'auteur développe un ensemble de thèmes centraux par rapport auxquels il est, selon lui, nécessaire de réagir et de s'engager collectivement. Il apparaît bien légitime d'appeler à une action urgente face à des crises importantes. Le dérèglement climatique, qui met en péril la survie de l'humanité et de certains animaux. Les injustices, entretenant des situations de domination et de discrimination. Les guerres et autres violences, les abus de pouvoir, etc. C'est intéressant parce que souvent le dérèglement climatique est vu uniquement comme l'action des hommes par rapport aux usines. Et ça en devient un axiome, c'est plus à démontrer, ça y est, on doit acquiescer. Sauf que dans ce dérèglement climatique, il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Ouvrons la voie, voyez-vous. Ne restons pas focus que sur une couleur ou que sur une densité de la couleur. Allons plus loin dans le contraste. Regardons par exemple, qu'en déplaçant les populations, en les faisant venir en Occident, vous empêchez le développement de certains pays, et derrière, puisque vous faites venir des millions de personnes, pour les nourrir, on va devoir user de champs, par exemple, en monoculture, et d'y mettre plus de pesticides, de tuer les terres finalement à petit feu. Parce que, au lieu de consommer local et chacun chez soi et les moutons sont bien gardés, on a le bétail et on a l'alimentation à côté, les champs en pâturage ou encore les champs en permaculture, on se retrouve avec des concentrations de population, notamment on le voit dans les métropoles et particulièrement les grandes villes, et derrière donc ça bitume à tout va, ça crée, on n'est plus sur des habitations, on va dire acceptables, là on se retrouve sur des mastodontes, vous voyez, des 10 étages, 15 étages ou plus encore. Ça va entraîner des problèmes de logement, des spéculations également,
Alors après, comme je vous l'ai expliqué, vous ne reconnaissez plus en autrui, et puis c'est à celui qui va pleurer le plus fort parce que le nouvel arrivant dit moi je suis à la rue, j'ai rien pour me loger. L'autre qui est chez lui, il dit moi j'ai plus assez de finances pour aller dans le privé, comment on fait? Et c'est là où on crée tout un tas de désordres. Et derrière, pour nourrir les populations, donc c'est des monocultures, on est obligé de prendre des cargos et ce genre de choses pour déplacer les bouffes, voyez-vous, de faire des actions inhumaines face aux animaux, c'est-à-dire non plus faire de l'élevage classique, mais d'en arriver carrément à des usines à extermination, puisque c'est ça, des animaux qui ne verront pas le jour, avec des picouzes, parce que n'étant pas dans la nature, ils ne sont plus immunisés, deviennent très fragiles, on arrive sur des variétés quasiment uniques, tchou, 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 voilà, antibiotiques ici, bouffe, calculée au grain près, pour qu'il y ait la protéine, air, voyez-vous, qui est ventilé, mais point de lumière du jour. Et on rend malade les animaux, et on rend malade les humains, et on en arrive à l'agressivité, à la violence, à la déshumanisation. Pourquoi? Entre autres, par ces flux migratoires. C'est pas le seul problème. Mais les flux migratoires, quand ils étaient nomades, étaient intéressants. C'est-à-dire, on se déplaçait. Ça pouvait être un oriental venant en Europe, ou bien un Européen allant en Afrique, ou un Africain encore pouvant se déplacer ailleurs. Et chacun apportait, on va dire, tout en respectant la culture de l'autre, ce qu'il y avait de chez lui. Et il venait que de passage. Pour certains, de façon minoritaire, s'installaient. Sauf que là, on est passé du nomadisme, voyez-vous, de l'apport et des voyages, à du sédentarisme. Et donc les nouveaux arrivants, ils veulent être reconnus comme les autres, point de différenciation, comme je vais expliquer avec celui qui a plusieurs générations. Donc on doit faire un nouveau résultat. Et là, le problème, c'est que dans ce nouveau résultat, en même temps, celui qui vient, il veut que l'on ne différencie pas sa famille, son humanité, on va dire, et sa légitimité à être, par exemple, français comme les autres de plusieurs générations, mais en même temps, il va vouloir se différencier des autres Français en portant un passé où il aurait subi la colonisation, où ses ancêtres auraient eu de mauvaises faveurs de la part des Occidentaux, par exemple, puis omettant après toutes les traites intra-africaines, barbaresques, arabo-musulmanes, etc. Il faudra localiser uniquement sur l'adversaire occidental. C'est-à-dire, ils viennent chez nous, ils ne veulent pas être différenciés, on leur offre tout ça, mais ce n'est jamais suffisant. Il faut en plus, après, qu'ils viennent à nous reprocher et demandent un jugement. Alors, que se passera-t-il, et c'est là où c'est intéressant, quand on leur donnera raison d'ici 20 ans ou 30 ans? Et que la France, par exemple, sera à 50-50 françaises étrangères. Et qu'on dira du coup, à ces nouveaux Français, que, en effet, on répond à leurs revendications, on va offrir l'argent comme c'est demandé, ou encore comment je pourrais dire ça, certaines réglementations de la souplesse pour leur pays d'origine, par exemple le Centrafrique. Ok. Et quand on va faire ça, qui va payer la note? C'est entre autres ces nouveaux arrivants. À moins qu'ils aient déjà prévu autre chose dans leur tête, et qu'au nom de l'égalité, ils en viennent finalement à la discrimination, qu'il n'y ait point de nuance, et qu'ils tombent dans l'extrémisme. Par exemple, on a les Black Lives Matter, c'est ce genre de conneries. C'est-à-dire, on ne doit pas se différencier sur les couleurs de peau, mais en même temps, on a des activistes qui s'organisent pour se différencier par la couleur de peau, et qui demandent à l'Occident de payer une dette qui serait due. Mais allons au bout de leur logique. C'est-à-dire dans 10 ans ou 20 ans, quand il y a 50-50 de population entre ceux vraiment autochtones européens et les autres qui sont extra-européens, on fait quoi? Vous allez demander finalement dans vos revendications que vous-même vous payiez pour vos ancêtres? Ça tient pas. Donc vous irez au bout de la persécution en réalité, ce que vous désirez, c'est-à-dire faire sécession d'avec les autres pour persécuter les chrétiens blancs qui ne vous correspondent pas. Et en l'occurrence, vous demanderez à des gens qui n'ont rien fait de payer pour des fois même ce que leurs ancêtres n'ont pas fait. Parce qu'on rappellera, c'est des minorités qui s'organisaient dans ça. Ceux qui détenaient les bateaux, ceux qui revendaient, ceux qui avaient également en possession des champs ou des entreprises et qui exploitaient certaines manœuvres. Et on rappellera que pour l'Europe, majoritairement, ce n'étaient pas des Africains qui étaient employés ou au travail forcé. Parce que des gamins de 10 ans, bien blancs, étaient au travail. Des gamines de 12-13 ans, pareil, étaient au travail. Les deux parents de jobaient. D'ailleurs, c'est un peu un mythe de nous laisser entendre qu'aujourd'hui, les femmes travaillent et qu'à d'autres époques, elles étaient seulement au foyer. C'est pas totalement vrai. On a, pendant les guerres, pendant les périodes assez difficiles,
des femmes qui travaillent en usine, qui sont à la couture, qui sont encore, comment dirais-je, dans l'enseignement et compagnie. Donc les femmes, l'idée qu'elles ont toujours été au foyer, c'est un mythe. Et c'est le mouvement féministe, à nouveau, pour arriver à une radicalité et en fait diviser hommes-femmes, en arriver après à du commerce et à répondre à certains besoins, si je puis dire. Et au nom du marché, au nom du capitalisme. Mais quand vous étudiez l'histoire, vous apercevez qu'il y a une réécriture. Et c'est là où il y a la nuance qui doit se faire. C'est pas de tomber dans un travers en disant tout est faux. Ça serait du pur complotisme et ça serait finalement ne plus croire en rien. Non, c'est de mettre de la nuance. Oui, il y a eu de l'esclavage. Oui, en effet, il y a eu de l'horreur. Mais quelle est la proportion réelle? Voyez-vous. Et pareil, par ceux qui détenaient les entreprises, on nous laisse entendre qu'il y avait beaucoup de chrétiens. Ah, attendez. Combien de vrais chrétiens? Et dites-moi combien sont en réalité des juifs ou de d'autres d'ailleurs qui se sont convertis pour rester dans les royaumes. Et ces mêmes convertis détenaient en fait les entreprises. Et là après on en arrive, eh bien, à un tout autre paysage. Voyez-vous. Et c'est pareil donc pour, comme je vous disais, l'esclavage, loin du discours moderne où les Occidentaux étaient dans l'horreur, avaient l'exploitation et avaient des colonies partout, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de nuances. Il y avait en fait des partenariats, il y avait des gens qui participaient dans leur pays. La traite existait déjà. La traite en question de certains humains était présente. Les Européens n'ont fait que l'accentuer ou en prendre bénéfice contre certains savoirs ou objets, ce genre de choses. Tout est question de nuances. J'espère ne pas avoir été très long sur cette partie. Mais aujourd'hui, voilà, c'est indignez-vous. On en appelle uniquement à l'émotionnel et plus à la raison et à ce que chacun émette ces choses pour convaincre. Ces objets, ces prémices pour en arriver à des conclusions. Dans ce court essai, l'auteur développe un ensemble de thèmes, donc comme on l'a vu, sur le dérèglement climatique. Vous avez compris la logique, déplacer les populations, les monocultures, bref, et bien d'autres choses. Pendant que des terres, elles, ne se développent pas, là, le problème aussi. On a quoi d'autre? Les abus de pouvoir. Bon, bah là, c'est de toutes parts, et surtout bien socialiste. On l'a vu avec le communisme, avec le national-socialisme. On le voit encore à présent avec un socialisme qui préfère les autres, mais jamais les siens. Les discriminations, bah là c'est pareil, c'est où on met le curseur entre les revendications des uns et des autres, sur le logement, sur le travail par exemple. C'est-à-dire, allons-nous seulement relayer et écouter certains activistes qui montent des assos et prennent des millions. Donc le green, c'est bankable. Allons seulement nous écouter ce qu'ils disent. Genre ils ont été en boîte de nuit, ils ont été refusés à l'entrée, ou encore ils ont postulé un taf et ils l'ont pas eu. Mais on n'a jamais la fin de l'étude. C'est de savoir s'il y a une caméra toute la soirée, ou bien des personnes à prendre des notes pour voir qui vraiment rentrait ou pas. S'il y a eu vraiment une discrimination, c'était juste un petit groupe qui ne correspondait pas, ou qui arrivait trop tard, ou encore son accoutrement ne correspondait pas à la soirée. Et pareil pour le travail. C'est pas parce que Mouloud n'a pas eu le taf que derrière, Rachid ne l'a pas obtenu. C'est pas parce que Ferti n'a pas eu, je sais pas moi, le CDD que derrière, de facto, c'est pas un Hichem qui l'a eu. Vous voyez? C'est-à-dire, ils vont s'arrêter uniquement à un refus, mais jamais aller chercher qui a le job derrière. Et en plus, sur le territoire, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que parce que ça serait par exemple, je sais pas, un Antoine ou un Quentin qui a le job, immédiatement c'est raciste. Et ça tient pas en fait. Pareil pour les logements. Les logements, on nous dit oui, il a été discriminé parce que quoi? Il a fait une demande, deux demandes. Combien de Français, comme moi par exemple, attendons depuis plus de 3 ans pour avoir un vrai truc? Combien? Moi j'ai travaillé notamment, je peux pas dire, mais en groupe de logement social sur Nantes. Et j'ai vu des dossiers, des fois même pas 6 mois, avec des choses bidons, c'était pas stable, être déjà présentés en... comment dirais-je, avec 2 autres dossiers pour être sélectionnés. Est-ce que vous comprenez? Quand des Français, eux, ont une situation des fois stable, travail, etc., mais en fait, on leur dit « Ah bah non, toi, tu seras pas prioritaire parce que tu t'es pas mis assez en assistanat, quoi. T'as pas assez profité du système. » Ou ton nom, parce que dans ces métiers-là, c'est beaucoup de socialistes. Hein. Donc, privilège aux étrangers. Et puis, ne vous leurrez pas. Hein. Regardez les parcs HLM. Quand on vous dit non, il y a une parité, il y a beaucoup de Français qui sont dedans d'origine ou d'Européens, c'est entièrement faux. Regardez de vous-même les cités, de quoi elles sont peuplées.
Voilà, donc qui a été privilégié sur nos territoires. Et c'est là où le curseur a basculé dans les revendications qui n'étaient pas forcément légitimes par rapport à quelqu'un qui est chez lui depuis longtemps, entre autres. Et pareil pour le travail. On entend beaucoup de pleurniches, mais peu de raisons. Et lorsqu'on veut débattre de ça, c'est-à-dire des articles qui sont sortis, des études, des chiffres qui nous sont balancés à la figure comme si c'était une vérité absolue alors que ce n'est qu'assertion. Quand on veut débattre de ça, immédiatement, on se retrouve, comme il l'a dit, avec des catégories, des étiquettes, facho, extrême droite, non mais t'es xénophobe, non mais toi t'es islamophobe parce que tu montes des populations à caractère musulmane. Et du coup, tu ne peux plus débattre. Pareil pour l'insécurité. Tu dis, moi je suis prêt à une chose, c'est qu'on établisse les stats ethniques. Si j'ai tort, je ferai non seulement un mea culpa, mais en plus vous m'entendrez même plus sur ces sujets. C'est-à-dire, j'aurais fait un mea culpa en disant j'ai fait mon erreur, vous m'entendrez plus, et je rajoute même un bonus, je condamnerai du coup les Français s'ils sont surreprésentés. Hey, vous faites plus qu'un pas là, c'est carrément, vous avez franchi des frontières, le ravin qui vous séparait des autres idéologies, là c'est, voilà, vous êtes rendu chez eux, et vous avez dit maintenant on joue avec vos données si vous voulez. Et eux disent non, parce qu'ils connaissent la réalité autant que vous. Et c'est là où ils ne font plus preuve de nuance. Ils sont sectaires, ils en deviennent gouroutisés. Et c'est pareil après sur les guerres et autres violences. Eh bien écoutez, les violences dans les quartiers, comme je le disais avant, établissant des stats ethniques, voyons qui sont majoritairement les victimes, qui est majoritairement parmi les bourreaux, les injustices et compagnie, vous m'avez compris, pas besoin de s'éterniser sur cela. Il est intéressant de noter qu'une partie du succès d'Indignez-vous tient sans doute à un terreau socio-culturel favorable à une certaine réappropriation de son contenu. L'heure était déjà à l'indignation, à la condamnation, à la révolte. Un peu plus de 10 ans après la diffusion de cet ouvrage, avons-nous progressé dans la résolution des grandes crises de notre époque ? Le soulèvement populaire voulu par Stéphane Hessel a-t-il eu lieu ? Le climat d'indignation brute a-t-il permis de dessiner les premières lignes d'une société plus équitable, pacifiée et respectueuse de son environnement ? Si l'on est pessimiste, on répondra que non. Ce qui aurait pu prendre la forme d'une prise de conscience salutaire est désormais diluée et se confond dans un morcellement croissant de la société. De l'appel à un engagement de fond, il ressort surtout le partage d'une posture émotionnelle qui se traduit par une traque de boucs émissaires et des luttes intestines au sein de la population. De nombreux individus se sentent investis d'une mission sacrée, convertir toutes les personnes qui ne partagent pas leur vision du monde. Et ça, c'est propre à l'humain. Convertir les autres à son idéologie. Les faire siens, et pareil, finalement, nous-mêmes, nous avons été dans cette opération-là à suivre, je ne sais pas, un maître à penser sans forcément avoir une tête de proue, hein. Mais en lisant ou en s'orientant sur des sujets, on a toujours une influence externe à nous. Où se situe après notre libre arbitre, notre consentement libre et éclairé ? Y a-t-il d'ailleurs encore de la lumière à tous les étages, si je puis dire ? L'exacerbation du complotisme et son utilisation par les politiciens pour discréditer toute voix dissidente illustre une des difficultés inhérentes à un mouvement de révolte qui ne serait qu'émotionnel et moral. D'un côté, les politiques, ouais, t'es complotiste, hop, fin du débat, et comme ça, c'est plié. Et de l'autre, les complotistes qui voient des complots partout, ou encore distordent les faits pour soit le bankable, ou bien par manque de nuances. Dans l'une de ces formes, le conspirationnisme pose que l'on ne peut plus être sûr de rien, que la vérité nous est cachée en permanence. Il faudrait douter de tout, tout le temps. Ça me rappelle mon débat chez Los Locos. J'ai une personne qui est montée, il m'a dit « Mais de quoi tu tires tes savoirs pour ce qui se déroulait au 1er siècle ?» Je lui dis « Des livres. » Et il me dit donc « C'est des hommes. Et en fait, on ne peut pas leur faire confiance. » Et je lui dis « Mais toi, de quoi tu tires ton savoir, je sais pas, pour parler une langue ou... » Enfin, j'ai pas dit comme ça, mais je dis « De quoi tu tires ton savoir ?» Il m'a dit « Par les livres. » En fait, il a fait une dichotomie, vous voyez, c'est-à-dire, il m'a fait un reproche, alors qu'en fait, lui-même, sa forme par les livres. Sa croyance, elle vient de quoi ? Bien, elle vient des hommes qui ont retranscrit par les livres, ou si ce n'est pas ça, en tout cas par une parole. Mais quoi qu'il en soit, il s'en est remis à des hommes pour croire, il s'en est remis à des hommes pour avoir la connaissance, je sais pas, en mathématiques, en politique, à ce qui se passe à l'autre bout du monde. Vous voyez ? Mais
rapidement, j'ai vu le profil ultra complotiste. Et là, c'est pas pour discréditer la personne, c'est juste pour vous prouver par A plus B qu'on en arrive, ni plus ni moins, à ce résultat. Regardons. Dans une telle vision des choses, plus aucun discours sur le réel n'est possible. On ne croit plus en rien. Oh, quoique, finalement si, hein, en notre communauté, en ceux qui croient en nos propres idées. Là, on est sûr d'être bon. Il apparaît dès lors nécessaire de compléter l'appel à l'indignation émis par Stéphane Hessel. La nuance est à voir comme un corollaire de cette incitation. Elle ne consiste pas à dissoudre la révolte, dans une injonction à un éternel recul, à une posture réflexive qui finirait par paralyser l'action. Au contraire, il s'agit de prendre la juste mesure de l'action à mettre en place. D'ailleurs, le livre de Stéphane Hessel est aussi à considérer comme une invitation au questionnement, à la pensée critique. Être nuancé n'équivaut ni à rejeter la colère, ni à museler les mouvements de révolte, mais à partager le message que l'énergie de la contestation peut s'accompagner de la réflexion, que les deux peuvent fonctionner ensemble. Ce que je vous disais dans un de mes freestyles, je l'ai repassé en privé parce que j'aime pas trop mon flow forcément, mais vous pouvez le trouver, enfin il est en non répertorié. J'ai dit dedans, par rapport à ça, la VARR est le nerf de la guerre. C'est-à-dire VA, vision, audition, je prends l'info, je passe pas directement à la réaction émotionnelle qui me jouerait des tours et m'engendrerait énormément de regrets. Mais plutôt, je dois passer par la phase de réflexion. Et là après j'ai fait tout un petit jeu de mots, de la lumière dans la lumière, différentes couleurs et leurs variétés, et surtout, s'en remettre de ce que le corps a compris à l'esprit. C'est-à-dire, le corps, il a récolté l'info, le visuel, après tous les sens, hein. Je veux dire, l'ouïe, la senteur, le toucher, bref, vous m'avez compris, je recueille l'information et je ne dois pas être en émotionnel immédiatement, malgré une réactivité du corps, puisque le cerveau récupère l'information, traite et réagit. Et le truc, c'est que quand on doit être sur la raison, débattre, convaincre, ce que vous voulez, être dans un dialogue, on va avoir notre émotionnel qui va jouer, la biologie qui va réagir, un rythme cardiaque plus accéléré, une chaleur corporelle, un énervement qui peut, je sais pas, tendre un nerf, une voix qui peut être un peu enrouée s'il y a un sujet qui nous touche, ou bien un peu plus rock encore, si ça nous met en colère. Mais tout ça, ça va être de la variation, c'est de l'émotionnel qui agit. Sauf que nous devons, principalement de la vision, l'audition, tout ce qui est des sens, trouver l'essence à la Fechner du corps-esprit, de la passerelle. Et de cette passerelle, après, pouvoir réagir. La réaction ne sera pas que l'émotionnel. Là, ce sera l'action que l'on va faire. D'accord ? C'est-à-dire, j'ai reçu, mon corps a réagi, il est déjà dans une réaction, mais je dois, pour mener mon action, c'est-à-dire pour faire mon mouvement, m'orienter et compagnie, faire à la Fechner la connexion corps-esprit. Et donc, c'est rentrer dans cet état de réflexion pour pouvoir passer à l'action. Et la réflexion ne conduit pas immédiatement à ne pas agir, à ne rien faire, etc. C'est-à-dire que déjà, quand vous réfléchissez, vous êtes passé dans un mouvement sans pour autant avoir corporellement eu un déplacement dans la matière. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est à peu près ça. Être nuancé n'équivaut donc ni à rejeter la colère, c'est comprendre ses sentiments, ses sensations, et mieux en jouer, mieux se connaître pour après avancer. Dans les réflexions relatives aux limites de nuance, je reviendrai sur la question qui consiste à déterminer dans quelle mesure la nuance et l'indignation peuvent coexister, ou si ce sont deux processus qui doivent être séparés dans le temps. En effet, dans une approche révolutionnaire forte, il y a un temps pour la révolte et le soulèvement populaire, et un temps pour reconstruire une autre société. Alors, attendez, un petit instant. Hop, ça. Allons maintenant à nuançons-nous. Plaider pour la nuance dans cette optique revient à défendre une forme de pensée bien spécifique. Il n'est pas question d'abandonner toute prétention à évaluer la vraisemblance de différentes thèses. Au contraire, il s'agit de faire droit à une démarche de discernement et de compréhension ouverte au dialogue. Dans une vision polarisée radicale du monde et des choses, tout est binaire, noir ou blanc, 1 ou 0. Vous n'êtes pas avec nous ou au contraire, vous êtes des nôtres, amis ou ennemis. C'est nous contre vous. Par rapport à toute personne, face à toute idée, il faudrait choisir entre le camp des pour et celui des contre.
Cette tendance n'est pas née avec Internet. En psychologie sociale, des biais endogroupes, donc c'est-à-dire favorables à notre groupe d'appartenance, ont été identifiés il y a des dizaines d'années déjà. À la télévision, à la radio, dans la presse écrite, il n'est pas rare de voir s'opposer des camps dans des clashs stériles. Et finalement, les mêmes arguments, enfin même éléments de langage, des fois parce que ce n'est même plus l'argumentum, c'est immédiatement répété. Ne plus agir avec intelligence, mais répéter. J'ai entendu ça, ça m'a plu, je l'ai récupéré et je le répète. Les interventions se succèdent dans les simulacres de discussion. L'accent est mis sur la rhétorique, les sophismes, les postures, les mots qui terrasseront l'adversaire et non sur la progression des idées. Ce qui compte, c'est de triompher de l'autre. Alors vous avez ceux qui vont jouer de la rhétorique, et puis vous avez les autres qui se pensent intelligents et au lieu de dénoncer et on va dire d'être... de saisir du sujet principal, vont dire non mais là tu as utilisé telle forme de rhétorique, non mais là c'est pas de la dialectique, ici je détecte, je sais pas, une tournure de phrase qui me convient pas et qui pourrait s'associer de ça. Et donc on ne débat plus des idées mais des formes de l'extérieur du périmètre. C'est à peu près ça. Ce qui compte, c'est de triompher de l'autre. Comme l'écrivent George Lakoff et Mark Johnson dans les métaphores dans la vie quotidienne, nous utilisons un vocabulaire emprunté à la guerre pour rendre compte de nos discussions. Nous défendons nos positions en vue de vaincre nos adversaires. Nous attaquons ou combattons les arguments en invoquant des figures d'autorité ou à l'aide de stratégies. Donc stratégie, combattre, vaincre, position et maintenir ses positions, tout ça est de l'ordre du langage militaire. Et pourtant, on l'a dans notre vocabulaire quotidien. Certaines techniques rhétoriques prennent d'ailleurs parfois la forme de violence verbale allant de l'intimidation à l'insulte. Ce dont je vous faisais part tout à l'heure, soit vous inventez une vie, soit tenter de vous intimider. Moi, ça a été mon cas. Il y en a certains, ils m'ont dit « Non, mais là, tu peux critiquer, je sais pas, cette religion, mais attention. Tu vois, genre, je te mets une limite. T'es qui, toi, pour me dire quelle est ma barrière, quelle est la frontière, la ligne rouge, je ne pas franchir? T'es qui? T'es personne. Donc tu n'as pas à me mettre un cadre comme ça autour de moi et en me disant « Non, mais là, t'as droit de ça et t'as pas droit de ci. » Oui, ça, c'est une forme, ni plus ni moins, d'intimidation. Ou les autres, qui veulent après faire la bagarre. « Ouais, attention que je te croise pas, hein. Attention. » Il va se passer quoi? On fera la bagarre, je répondrai après. Tu me mettras un coup de lame, ou tu me trancheras la tête, ou quoi, tu me mettras une balle dans la tête, et après, tu n'auras jamais vaincu la parole. Ça aura été que momentané, et tu auras perdu. C'est pour ça que je leur ai dit à certains qui m'attaquent, ou qui tentent de mettre un billet sur ma tête, ou je ne sais quoi encore, pour certains, ouais, il est où? Je suis à Nantes, je me cache pas, hein. Je sors tranquillement, je fais mes courses, je prends les transports, etc. J'ai jamais personne qui est venu, et si même ça venait, je l'ai dit, je tiendrais les mêmes propos. Alors après, il y en a qui vont me dire que je suis fou, vous voyez que je tiens pas à la vie, je sais pas quoi, après bon. Allez, c'est soit l'indignation du coup, soit l'intimidation, et quand ça marche pas, après ils plaident à la folie en disant, enfin en partant d'un insulte, quoi, ou en vous inventant une homosexualité pour tenter de nuire à votre image. Bon, certains ne connaissent pas la diffamation, ça peut coûter cher, je sais pas encore si je m'engage dans ça, je verrai, enfin j'ai archivé en tout cas, et en fait une fois ça passe, 2-3 fois ça commence à s'accumuler, après dans le temps, puisqu'à chaque fois c'est cité, etc., ça devient de l'harcèlement, et en plus ça nuit à une image. Donc par répétition, par la durée, je pense qu'il y a une certaine intensité qui s'installe, et ça peut porter rapidement en faveur. Vous voyez le curseur de « non mais j'ai fait ça parce que il tenait des propos contre les criminels maghrébins, non mais j'ai fait ça parce qu'il parlait mal de l'islam », ça aurait pu tenir, mais malheureusement à la longue là, ça va en tas de défaveur, vous voyez. Ça va te porter préjudice. Alors pour plusieurs d'ailleurs. Il s'agit de gagner ou de perdre. Le débat, pour les auteurs, ce n'est pas qu'un fait de langage. En nous permettant de fixer notre attention sur un aspect d'un concept, par exemple les aspects d'une discussion qui rappelle une bataille, un concept métaphorique peut nous empêcher de percevoir d'autres aspects qui sont incompatibles avec la métaphore. Nous pouvons perdre de vue les aspects coopératifs de toute discussion. L'historienne belge Anne Morelli démontre aussi combien la construction de l'autre, en tant qu'ennemi, fait partie des principes élémentaires de la propagande de guerre.
Selon elle, la propagande de guerre se fonde sur la construction d'un nous et d'un eux. Notre camp ne veut pas la guerre, tandis que l'autre, les ennemis, emportent toute la responsabilité. Ça, c'est ce que l'on peut voir, comme je vous l'ai déclaré, par les communautés africaines. En gros, l'ennemi, c'est l'Occident, même s'ils vivent chez nous. Par les communautés également musulmanes, l'ennemi, c'est le koufar, le mécréant, l'Occident, donc c'est nous contre eux qui nous pervertissent, nous contre eux encore qui ne vont pas dans nos positions, dans nos façons de vivre. Et puis, quand il y a une réaction en face, c'est-à-dire par exemple quand nous on dit « du coup on est incompatible », de ce qu'on a compris, de ce que vous dites. Là c'est « ah islamophobe, facho, t'es en train de me discriminer ». Ben non. En fait, je suis en train de répondre à ce que vous promotionnez depuis des années, à savoir qu'on est incompatible, que l'Occident c'est la pire des choses, c'est le démon. Mais vous faites quoi ici alors ? Je veux dire, vous êtes discriminé, c'est un racisme systémique. Vous faites quoi à venir autant par millions comme ça ici ? Entre 1990 et 2025, la France a pris plus de 10 millions de Français, avec une natalité en berne. Donc c'est-à-dire que c'est 10 millions d'étrangers, et majoritairement venus d'Afrique. Mais les mêmes qui vont nous dire qu'ils sont pas bien chez nous, qu'ils sont discriminés, que là, ici, c'est, on est, comment dirais-je, indigne, voyez-vous, face à eux. Encore une fois, dichotomie, vous tenez pas la route. Et certains qui veulent jouer comme ça de logique, je pense à une pauvre Ada, je l'ai mis à l'amende en 2 secondes. Et il y en a un qui veut faire un cadre rhétorique. Mais en fait, j'attends que ça. Il va saisir du sujet, et dans la partie 2, la logique facile, réfléchir, argumenter et convaincre, je reviendrai sur un de mes posts, une réponse, et sur quelqu'un après qui a voulu, d'un point de vue extérieur, dire qu'il y avait eu une forme de rhétorique, d'analogie qui ne convenait pas, etc. Mais j'attends que ça, parce que j'ai déjà après prévu la suite. Et c'est finalement les mêmes mises à l'amende que chez Los Locos, avec les musulmans 2.0 qui intervenaient pour essayer de combattre ce que je disais. Et pas de débattre, de combattre. Et c'est là où ils sont perdus. Regardons la suite. Eux sont belliqueux, donc ces ennemis. Sans scrupules, ils commettent des atrocités. Hein, c'est comme ce que l'on voit avec le conflit Palestine-Israël. Les méchants palestiniens, enfin les méchants, israéliens, ou d'un côté les autres les méchants palestiniens. Genre, il n'y a pas de nuance. Et on n'arrive pas à voir que d'un côté comme de l'autre, il y a des groupes armés, il y a des appels à la haine. C'est-à-dire, quand les Israéliens sont finalement reconstitués, quand vous avez des Juifs qui arrivent en Palestine parce que les Palestiniens vendent leurs terres aux Britanniques, ça c'est ce qu'ils oublient souvent de dire, pensant que, pour certains avec le grand moufti, ça allait déclencher dans leur tête l'arrivée d'Al-Mehdi. En gros, c'est pour ça que ça s'est exercé. Vous voyez, ils étaient dans un truc eschatologique. On va faire venir les Juifs, puisqu'ils reviennent en Palestine, ça va être à la fin, Al-Mehdi viendra et enfin on régnera pour toujours. En gros, c'était ça l'idée. Puis ils se sont aperçus que non, il y a des Juifs qui sont venus, tranquilles. Et après, petit à petit, ils ont commencé à leur faire la guerre, à être insolents avec eux. Il y a eu du répondant, et après, il y a eu comme ça un groupe armé qui s'est formé, des extrémistes aussi, des extrêmes israéliens, face à des extrêmes palestiniens. Aujourd'hui, on nous invente un autre truc, en gros, il y a eu les méchants juifs, les méchants occidentaux, venus en Palestine, persécutant les pauvres Palestiniens, les Palestiniens, Allah, 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 mais en fait, non, Allah n'intervient pas, donc du coup, ça prend les armes, et ça fait un combat d'armée à armée, enfin non, pas d'armée à armée, excusez-moi, d'armée à lâche se cachant parmi la population, plus exactement. Comme ce que l'on a eu, par exemple, avec l'Algérie et la France. L'Algérie était là avec ses pirates barbaresques à venir en Europe, il n'y avait pas trop de répondants, les gens se laissaient faire, et puis un jour, en 1829 à peu près, il y a eu une mésaventure. Et la violence de trop qui a fait déborder la goutte, celle-ci s'est ajoutée, le vase était là à déborder. De tout ce sang, de tous ces massacres, de toutes ces ingérences, ces insultes, etc. Et la France a dit ça y est, stop, c'est bon. On a été gentil, maintenant on intervient, on envoie nos unités. Et c'est passé quoi ? On a botté le cul à ces gens en question, qui nous faisaient la guerre, qui faisaient du pillage, qui enlevaient des femmes, etc. Et arrivent les Français en Algérie, et certains sont lâches, font comme le Hamas en Palestine, se cachent avec la population. Et on a eu malheureusement des drames, comme des personnes se regroupant dans des grottes. Les Français, par esprit civilisationnel, leur disent « Sortez, vous pouvez encore sortir, vous serez fait que prisonniers, on ne vous tuera pas ». Malheureusement pour eux,
Il y en a certains, ils sont pris au piège, ils ne peuvent pas repartir comme ça. Les terroristes maintiennent la population, on en arrive à la réaction des Français qui ne laissent pas passer le terrorisme, et il y a après des crimes contre l'humanité. Ça c'est triste, mais c'est le résultat, voyez-vous, non pas de gens qui sont venus pour massacrer d'autres humains, mais d'humains qui ont répondu d'abord à un premier massacre. Eh bien, ce qui se passe en Israël-Palestine, c'est exactement la même chose. Vous avez des combats israéliens-palestiniens, qu'ils forment des groupes armés, qu'ils combattent, on va dire, sur des terrains, ok, mais quand il y a camouflage parmi la population, il y a lâcheté immédiatement. Est-ce que vous avez vu les Israéliens se cacher parmi leur population pour dire, regardez, on nous attaque, ils sont en train d'attaquer? Non, ils ont envoyé immédiatement leur armée, leurs blindés, ce que vous voulez, sur le terrain. Et après, le Hamas qui faisait des attaques terroristes comme ça, eux sont partis en arrière-plan. Et là, il est question de nuance. Il est question de comprendre l'entièreté du programme et pas de jouer sur l'émotionnel. Oh, putain, oui, en effet, c'est dramatique. Oui, il y a des crimes contre l'humanité de voir des bébés, des filles, etc., qui sont réduits en morceaux ou carrément sous des décombres. Mais s'il n'y avait pas le dôme du rocher, s'il n'y avait pas, le dôme de fer plus précisément, combien il y aurait de mêmes cas du coup en Israël? Parce que les roquettes qui sont envoyées, les attaques, etc., exercées, vous croyez que c'est quoi? C'est juste comme ça par amitié? Non. Le rêve des gens du Hamas, quand ils envoient leurs roquettes, leurs avions, leurs drones plus précisément, c'est pour faire du crime dans le camp adverse. Et ils ne visent pas que des sites militaires. On a vu, ils ont visé les populations. Et puis, le dôme de fer, après, a contre-attaqué. Mais imaginons qu'il y ait eu une défaillance. Bon, on aurait eu les mêmes images, mais par contre, on n'aurait pas eu les mêmes discours. Et c'est là le drame. Vous voyez? Et les Palestiniens ont été invités à plusieurs reprises, en attendant, à faire une sorte d'hijra. Pourquoi ils ne veulent pas le faire? Parce qu'il y a des terroristes sur place qui vont les convaincre que c'est leur territoire et qu'il y a un racialisme, c'est-à-dire une ethnie où le territoire leur appartient. Et ça va être défendu par les mêmes qui aujourd'hui sont en Occident, ils nous disent mais il n'y a pas de différence entre les humains, il n'y a pas de variété, pas de race, pas de tout ça, on est la même espèce. Et il n'y a pas de frontières. Quiconque se sent français peut venir et devenir français. Mais par contre en Palestine, quiconque s'y rendra pour après devenir palestinien, non, là ça marche pas. Et un Palestinien qui sera en danger, normalement il n'y aurait aucune honte en tant qu'être humain à justement dire nous on est innocent, on va se rendre en Égypte ou encore en Arabie Saoudite, on va dire dans les pays du sunnisme. Mais même l'Égypte a carrément mis une barrière pour leur interdire de venir. Pourquoi? Parce qu'ils ont connaissance que dans ces groupes-là, il n'y a pas que des humains normaux, on va dire, qui sont en paix. Il y a du terrorisme. Et qu'en fait, au nom de Allah Akbar, les gens ne croient pas du tout en Allah, puisqu'ils prennent des armes. Un vrai croyant, un vrai martyr, c'est celui qui, jusqu'au bout, priera. C'est-à-dire, tu vas pas l'interrompre, même jusqu'au dernier moment où tu vas le massacrer, là, tu auras massacré un innocent. Il n'y avait pas d'armes face à lui. Tu vois, comme les chrétiens, par exemple, qui sont persécutés, les chrétiens d'Orient, qui se font massacrer, les 70 chrétiens qui ont été encore tués, décapités, etc., dans une église. Ces gens-là n'ont pas pris les armes. Eux, ils sont vraiment partis en martyrs. Là, il y a vraiment un crime contre l'humanité. En revanche, quand tu as corps armé contre corps armé, malheureusement, tu en arrives dans une guerre. Et donc, il y a après, ce qu'en termes militaires et en novlangue orwellienne, ils appellent des dommages collatéraux. Vous voyez, en fait, c'est des humains qui ont été sacrifiés. Dans un camp comme dans un autre. Si maintenant on en revenait à la raison, il y aurait un camp qui cesserait de prendre les armes. Et là, il y aurait l'intégralité de l'humanité derrière eux. Mais tant qu'il y a armes, il y a conflit, il y a position, il y a extrémisme et il n'y a plus de nuance. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis un long moment déjà, avec les différentes positions qui nous sont vendues, où il y aurait les méchants occidentaux avec les méchants israéliens, et puis les gentils palestiniens avec toute la Oumma à côté. Et inversement, le drame de dire qu'il n'y aurait que les méchants palestiniens, alors que non, il y a beaucoup d'êtres humains aussi parmi eux. Mais on n'oublie pas, par exemple, les vidéos de ces Palestiniens qui, après les attaques du World Trade Center, certes, de notre point de vue occidental, on voit qu'il y a eu manipulation, qu'il y a pas mal de choses assez étranges, que des tours ne s'effondrent pas comme ça, comment ça, l'espace aérien, premier avion, il fait un choc, et après, il n'y a pas de... Comment dirais-je? On n'a pas d'avions militaires qui sont sur la zone. Non, on laisse le deuxième y aller, et puis un troisième encore un peu plus loin. Et une tour qui s'effondre. Et après, plein de spéculations à parfaire cette histoire. Mais du point de vue extérieur, au moment du choc et des événements, on n'a pas tous recul. Quelle est la réaction des Palestiniens? Eh bien, vous l'avez, notamment avec l'INA. Il y en a qui font la fête, ils sortent dans la rue, ils sont en train de sortir des verres et ils chinent, quoi. Ah, c'est super, ils sont tout contents. Ah là 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 là, en train de crier. Donc, on a des Palestiniens satisfaits que des humains
crèvent. Et on parle pas là d'attaque d'un camp militaire ou seulement du Pentagone. On parle carrément des tours en plein centre-ville qui ont fait des centaines, milliers de victimes. Plus les effets secondaires, puisque ces bâtiments étaient remplis de merde, comment ça s'appelle, d'amiante. Et donc les poussières d'amiante en ont tué certains, pas directement, mais à petit feu. Leur ont produit des problèmes respiratoires ou encore d'autres problématiques par la suite sur la santé. Quelle a été la réaction de l'Oumma globalement? Satisfait. Pareil quand on voit des attentats. Il y a des attentats sous false flag. Mais vous avez des gens qui ne saisissent pas forcément que c'est sous faux drapeau, et pour autant ils s'en réjouissent. Donc on fait quoi? On voit qu'il y a de l'inhumanité dans tous les camps. Et qu'il y a des personnes, aujourd'hui, qu'on nous fait passer pour des entières victimes, alors que ce n'est pas le cas. Juste, ils veulent rester sur place, par esprit de conflictualité, et dans l'attente, voyez-vous, d'une forme d'eschatologie, à savoir, par exemple, pour les musulmans d'un El Mehdi, et qu'il y aura un combat final, comme ça, qui pourront massacrer les juifs. Ça, c'est leur attente. Mais aujourd'hui, on nous les fait passer pour des intégrales victimes. J'espère avoir été clair sur ça. On n'a pas tant avancé que ça, on est déjà à 1h05, je ne vais pas faire trop long non plus. Alors que je regarde juste. 9, 10, 11, 12. Ok. Mi-13. Selon moi, il serait dommageable de reléguer la rationalité aux oubliettes. Dans les développements qui suivent, je voudrais réconcilier l'émotion et la raison, en tâchant de délimiter leur juste place et la façon dont elles peuvent interagir. La révolte n'empêche pas de prendre du recul, de faire un pas de côté, pour s'interroger et analyser ce qui se passe. Toujours avoir un peu de recul. Si tu rentres dans la situation immédiatement, ça y est, t'es pris dedans. T'es dans l'émotionnel, tu veux faire la guerre, tu veux t'engager. On en a combien en Occident, là? Si demain, l'Oumma, rapidement, je reviens sur le conflit Israël-Palestine aussi, si demain l'Oumma dit, il y a un califat, faites la guerre aux Occidentaux qui ont soutenu Israël, vous croyez qu'il va se passer quoi? Ils ont des hadiths qui les invitent même à avoir ne serait-ce qu'une petite pointe, toute petite arme qui pourrait servir à combattre l'adversaire koufar. Mais on nous les fait passer pour des anges. Et puis vous avez la manipulation, après on est tous frères, on a le même Dieu, je ne sais pas quoi. Et c'est pour ça que quand il y a des discours comme ce que je peux faire sur Internet actuellement, et même dans le réel avec des proches, je les avertis déjà, je fais circuler le message. Là, ça les fait paniquer. Parce qu'ils comprennent qu'en face, ils n'auront pas que des petits moutons immédiatement à prendre. Ils auront un peu de réaction quand même. Mais on ne prendra pas les armes, on n'est pas des lâches comme les gens du Hamas ou encore comme d'autres groupes terroristes. Important de le rappeler. Nous, on est vraiment de la croyance de Dieu. On fait confiance intégralement à Dieu. Si ma vie corporelle doit demain disparaître, si je dois faire un arrêt cardiaque, un AVC ou passer sous le fil de l'épée, alléluia, gloire à Dieu. S'il m'arrive une injustice, alléluia, gloire à Dieu. Il est puissant et on verra ce qui se passera. Par contre, ceux qui font 5 prières par jour, se sentent ultra religieux, te disent wallah wallah à chaque fin de phrase, en fait, c'est ceux qui croient le moins en Dieu. Puisque dès qu'il y a un conflit, ils s'en remettent à la violence. Dès qu'il y a un conflit, il n'y a pas de pardon. C'est la loi du talion, c'est prendre les armes. Donc ils n'ont aucune croyance en Dieu et en sa justice et en sa justesse pour en arriver à la fin à juger selon les actes. Ils se sentent légitimes au nom d'une parole à aller faire la guerre dans les sentiers d'Allah, bien évidemment. La révolte n'empêche pas de prendre du recul, de faire un pas de côté. Stéphane Hessel n'écrit pas le contraire. Faire la part des choses entre ce qui relève des cognitions, croyances, connaissances, pensées, idées, opinions, donc le subjectif, des émotions, affects, sentiments également subjectifs, et des comportements, permet de voir au-delà de nos différends. Donc là, on n'est que sur du subjectif, du subjectif, du subjectif. Je ne peux pas être d'accord avec les opinions d'une personne sur un sujet, mais l'entendre sur les émotions que cela suscite en elle, je le peux. Je peux aussi condamner des comportements et pourtant comprendre ce qui les a motivés. Essayer de voir qu'est-ce qui est engagé dans la voie du crime, de la détestation de l'Occident, ce genre de choses. Et en effet, on peut comprendre. Il y a eu des crimes, mais maintenant, est-ce que toi, tu es une victime directe? Non. Est-ce que toi, tu mérites quelque chose? Non. Oui, tu as le droit, en effet, de faire de l'histoire et ce genre de choses. Mais arrête la propagande. Je peux aussi condamner les comportements.
Le fait de considérer à la fois les dimensions émotionnelles et rationnelles d'une situation permet de mieux en saisir la complexité. C'est pourquoi la nuance me semble si liée à une faculté de décentration, c'est-à-dire une capacité à quitter son propre centre, son propre point de vue, afin de prendre en considération une autre perspective. L'enjeu de cette attitude est d'enrichir notre compréhension de la réalité. C'est le jeu à multifacettes. On a une facette, on sait qu'il y a d'autres réalités qui existent. Comme je le disais déjà en 2019, chacun a sa propre réalité. Notre vision a un champ qui est limité. Okay, notre compréhension, finalement, c'est comme notre vision si on restait statique. On a besoin de d'autres qui sont dans des orientations ailleurs. Et à partir de là, on peut en saisir des nuances. Saisir les sentiments, les émotions, les croyances, les opinions et ce genre de choses. Ça sera tout pour aujourd'hui, 1h10. On devait avancer un peu plus. J'ai été long sur certains développements, mais concret avant tout. La victoire nous est assurée, oui, la vérité est notre avenir, nos valeurs sont ancrées en tant que chrétiens, et de là, de toute façon, on a déjà vaincu. Alléluia. À très bientôt, chers auditeurs et spectateurs, n'hésitez pas à commenter et compagnie.